on est chaman ou guérisseur, EST, parce qu'on est chaman ou guérisseur, NAIT. Ou en plus d'avoir des phénomènes de clairaudience ou de vision, en plus d'entendre cette petite voix intérieure, il y avait également une extase qui correspondait à cet alignement, à cette réunion du corps et de l'esprit dans un moment de grâce où le temps disparaît. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tigrane. Bonjour. Bonjour Kate, merci à vous. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'être notre invité. Vous êtes éditeur, vous avez cofondé une maison d'édition avec Mishka dont le nom est Mama Édition. J'ai d'ailleurs reçu il y a quelques semaines un de vos auteurs, Robert Martin. Vous êtes aussi écrivain et vous venez nous présenter la saga Chaman qui comporte 6 tomes. Et puis dans quelques jours, début novembre, on va dire, vous sortez la suite de cette saga, une nouvelle trilogie avec l'aventure stellaire dont le tome 1 s'intitule La messagère des arbres. Exactement. Alors si vous voulez bien, on va d'abord commencer par présenter votre maison d'édition qui existe depuis plus de 20 ans et comprendre ce qui vous a amené à créer Mama Édition, vous qui avez fait des études de musicologie, d'ethnomusicologie pour être plus précise, à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez été aussi chanteur lyrique, chef de chœur. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le métier de l'édition ? Ça n'était pas un projet professionnel, une stratégie, ou c'est un petit peu quelque chose, j'allais dire, qui s'est fait tout seul, à la faveur de rencontres déterminantes, des rencontres de grande qualité, qui en fait avaient démarré bien avant que je me lance dans l'édition. Donc ça, on ne le sait pas. Par exemple, c'est à l'âge de 7 ans que je rencontre Mishka Séligère-Châtelain, donc ma plus ancienne amie, on pourrait dire, avec qui j'ai donc cofondé Mama Édition en 2000. Évidemment, à l'âge de 7 ans, alors que elle-même a quelque chose comme 33 ans, il n'y a pas de projet de faire Mama Édition. Ça n'est que en se retrouvant 23 ans plus tard, 24 ans plus tard, que finalement ce projet a vu le jour. Alors comment il a vu le jour concrètement ? Alors est-ce que je peux vous demander d'abord dans quel cadre vous avez rencontré Mishka, puisque vous aviez 7 ans et elle 30 ans, une trentaine d'années ? Oui, c'est ça, elle avait 33 ans à l'époque. Tout simplement parce qu'elle était une amie de ma mère et de mon beau-père. Donc en théorie, on n'avait rien à faire ensemble. Sauf que d'une certaine façon, vous savez, comme quand on est enfant et qu'on ne s'explique pas pourquoi et qu'on ne cherche pas forcément à catégoriser ou verbaliser, il y a des gens avec qui on se sent mieux que d'autres. Il y a des gens où, comme on dit, le courant passe, bien qu'en soi on n'ait pas à parler, à échanger, puisqu'elle était plutôt chez moi pour voir ma mère et mon beau-père. Néanmoins, je reconnaissais une qualité, une vibration, un registre très très particulier, où tout simplement, avec l'âme d'un enfant de 7 ans qui ne cherche pas à analyser les choses, on se sent bien. Voilà. Donc je suis resté touché et agréablement marqué en fait par cette qualité de présence. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés quand j'avais 20 ans. On a frayé ensemble sur différentes aventures qui pouvaient mêler la dégustation de vin et l'œnologie dans des vignobles conduits en biodynamie, comme des voyages en Europe pour le plaisir amical partagé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler pour le groupe d'édition suisse francophone Médecine et Hygiène, qui possédait plusieurs maisons d'édition, dont Georg Éditeur, pour qui j'ai commencé à travailler avant même qu'il ne soit racheté par Médecine et Hygiène, donc en 93, dirait-on à Genève. Et pendant 7 ans, je me suis occupé d'une collection intitulée Terra Magna, qui publiait différents auteurs prestigieux dans le domaine de l'anthropologie, de l'ethnologie, entre autres, comme Jérémy Narby, comme Thomas Mann, comme Denis McKenna, Michael Arner et Mishka, donc avec qui je me suis évidemment retrouvé, et ça nous rapproche de votre question, à travailler sur des livres. Mais des livres à l'époque
en tant qu'attaché de presse, en tant que relais en France, en tant que animateur de collection. Et donc petit à petit, en se rapprochant d'un périmètre à 360 degrés de toutes les facettes du métier d'éditeur, qui est passionnant, autour d'un objet qui, pour moi, comme pour Mishka, n'était pas un objet justement. C'était pas un produit. Le livre a quelque chose de sacré. On le respecte, il nous passionne. On n'a jamais fait de livre pour produire davantage avec un plan particulier. En revanche, avec des coups de cœur, une vocation, une mission, le sens qu'il y avait des messages importants à diffuser à travers ce média qui a, on pourrait dire, une vie en soi. Voilà qui nous amène en 1999, après 7 ans de travail auprès de ces éditeurs suisses. Et là, tout d'un coup, fin d'un cycle et début d'un autre, l'envie de donner naissance à notre propre maison d'édition pour faire en toute liberté et en toute indépendance un travail sur mesure au sens artisanal presque du terme, une relation avec les auteurs en se positionnant, j'allais dire, comme des sages-femmes en tant qu'éditeur accoucheur, en prenant tout le temps nécessaire aux antipodes de l'industrialisation du livre, d'une certaine accélération du livre produit. Notre projet en 2000 était au contraire de faire quelque chose purement par passion, mais de prendre tout le temps pour notamment les couvertures de livres, la direction artistique, le travail et le retravail du manuscrit. Ce qui nous a amené, et là j'enjambe pour ne pas faire une réponse trop longue, 25 ans plus tard, à boucler, 24 ans plus tard, à boucler, on pourrait dire, deux cycles de 12 ans d'édition. Un premier avec peu de parutions, un deuxième avec des collections qu'on a fédérées, puis finalement une quinzaine de collections, une centaine de titres publiés, diffusés à plus d'1 million d'exemplaires, certains traduits en une dizaine de langues, avec une charte graphique, une direction artistique qui est connue et reconnue, y compris par différents autres éditeurs, concurrents et néanmoins confrères et amis. Alors effectivement, Mama Édition a aujourd'hui 24 ans. Vous venez de le dire, vous proposez une centaine de titres autour des thématiques suivantes: la santé, le bien-être, le chamanisme, la spiritualité, mais aussi la nature et le jardinage. Et pour vous, Mama Édition a pour vocation de publier des livres qui font du bien. Alors qu'est-ce que ça signifie, des livres qui font du bien ? Eh bien justement, on pourrait dire aux antipodes de livres produits ou de livres gadgets, certains livres, quel que soit le genre du livre, on peut parler de sciences humaines, on peut parler de poésie, on peut parler de livres d'art, de dessin, de livres jeunesse, de romans, de fiction. Il y a des livres dont on peut considérer, je pense qu'on a tous des exemples comme ceux-ci en tête, qu'ils ont été en quelque sorte non seulement particulièrement inspirés, mais inspirants pour nous. Un petit peu comme si certains livres jouaient un rôle particulier dans votre vie à un moment clé, et que certains livres devenaient des guides, des maîtres, des accompagnateurs, des enseignants. Certains livres qui ont cet effet n'ont pas besoin d'être classés en spiritualité ou en ésotérisme. Certains de ces livres peuvent être un roman pour l'un, un livre d'images pour d'autres, un conte. Et il y a toutes sortes de degrés, et il y a autant de profils livresques qu'il y a de profils de lectrices et de lecteurs. Néanmoins, des livres qui font du bien, pour répondre à votre question, c'était effectivement un dénominateur commun, que ce soit en collection naissance ou témoignage ou chamanisme ou nouvelle spiritualité, c'est-à-dire des livres qui transmettent des clés pour reconnecter avec son bien-être, qu'il soit physique pour des livres assez pratiques dans le domaine de, par exemple, la préparation à l'accouchement, à la naissance, etc. Qu'il soit très concret et terre à terre dans des livres de jardinage, mais qui vont mêler jardinage biodynamique, permaculture et une approche peut-être plus spirituelle des éléments et des semences. Et puis évidemment dans des livres de nouvelle spiritualité comme le channeling, ou de spiritualité très ancienne, plurimillénaire, comme le chamanisme, des livres qui peuvent transmettre des clés, pas seulement avec les mots, mais également parfois
avec des méthodes, des outils de travail, certains protocoles, ou de façon plus abstraite mais bien réelle, avec un certain savoir, pour ne pas dire une certaine connaissance de quelque chose qui se laisse pas forcément encapsuler en mots, qui n'est pas forcément purement intellectuel, mais qui fait du bien au sens où il nous aide à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Alors, ce que je comprends bien, c'est que la spiritualité est tout de même au cœur, un thème de prédilection de Mama Édition, et ce n'est certainement pas un hasard, ce qui va nous amener à parler de votre saga chamane. Mais tout à l'heure, lorsque vous évoquiez votre enfance et votre rencontre avec Mishka, j'ai senti que tout de même, il y a quelque chose, et vous allez nous raconter d'ailleurs cette inspiration que vous avez eue, qui est en partie une partie de votre vie, c'est du vécu, cette saga chamane. Donc, quand je dis la spiritualité, thème de prédilection, c'est pas un hasard, parce que c'est ce qui vous incarne certainement depuis tout petit. Oui, il y a des choses qu'on ne décide pas, ça fait partie de qui l'on est, d'où l'on vient. On n'en a pas forcément conscience et on le découvre en chemin finalement. Sinon, on se connaîtrait d'entrée de jeu et notre évolution sur Terre ne présenterait pas les mêmes enjeux. Le fameux « connais-toi toi-même » montre bien que une des visées les plus nobles et les plus profondes et les plus importantes à la fois et transformatrices bien sûr, ça n'est pas forcément d'aller chercher à l'extérieur, même si parfois on a besoin d'aide qui viennent de l'extérieur, mais de reconnecter en soi avec peut-être une dimension plus grande et oubliée, non pas de l'ego ou de l'individu, mais plus d'une nature spirituelle ou pourquoi pas de son âme. Donc évidemment, ça nous fait toucher du doigt une dimension qui, avec le temps, révèle les braises plus ou moins cachées sous la cendre, mais qui sont en chacun de nous et qui sont le feu sacré qui nous rend vivants. Alors, cette saga chamane, c'est d'abord une trilogie sur l'aventure mongole, et puis vous avez poursuivi avec 3 autres tomes qui donnera l'aventure amérindienne. Ce sont des contes initiatiques, comme vous les appelez, dont vous êtes un peu le héros. J'ai dit inspiré d'une histoire vraie, parce que effectivement, c'est ce que vous racontez, c'est un peu votre histoire, cette saga. Alors, il y a effectivement une sorte d'écriture à 2 voix. Il y a une partie qui est rigoureusement autobiographique. Donc, c'est un récit, c'est-à-dire que tous les souvenirs de la petite enfance à encore récemment, quand j'ai accompagné ma mère puis mon père pour le grand départ, en passant par l'adolescence et 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., j'ai conservé exactement les lieux, les dates, les noms des gens, c'est tel que ça s'est passé. Donc, c'est un récit autobiographique, mais après avoir publié notamment sur le sujet du chamanisme pendant 30 ans, entre ce premier cycle helvétique puis 24 ans chez Mama Édition, au contraire de livres de sciences humaines très fournis, sourcés, horodatés, très universitaires, là, ce que ça m'a demandé de faire en m'invitant à renouer avec ma plume d'auteur, puisque pendant 30 ans, je l'avais mise complètement en sourdine. J'avais écrit un roman initiatique jeunesse chez Flammarion il y a une 30aine d'années qui s'appelle Jonathan et le secret des vignes. Mais pendant 30 ans, j'ai été exclusivement au service de mes auteurs. Donc je n'ai plus rien publié en tant qu'écrivain moi-même. Et au-delà de ces 30 ans, tout d'un coup, j'ai été le premier surpris d'être invité, inspiré à reprendre la plume et donc à retransmettre, on pourrait dire, l'essence de ce qui, dans la vie réelle, moi, m'a mis une 30aine d'années comme voyage. Vous parliez de l'ethnomusicologie, c'est comme ethnomusicologue que je suis allé enregistrer des musiques dans le monde. J'étais diplômé de musicologie à la Sorbonne, et ce n'est qu'en 3e année que l'ethnomusicologie m'a permis de découvrir différentes musiques traditionnelles, du chant diphonique mongol à différents chants sacrés amérindiens ou autres. C'est là que je me suis aperçu que c'était plus que de la musique, que les tambours étaient plus que des instruments de musique et qu'il y avait là des outils qui étaient utilisés à des fins, on pourrait dire,
psychomagique, osons le terme, puisque dans certaines de ces tribus, quand il y a une urgence à soulager pour un problème physique, mais aussi pour un problème psychique, et qu'on n'a pas la chance d'être à avoir à portée de main des dizaines de spécialistes, psychiatres, médecins, chirurgiens, ophtalmologues, obstétriciens, psychologues, ou pourquoi pas dans nos campagnes, sans être fascinés par forcément des personnes extrêmement diplômées ou des chamans du bout du monde. Dans nos campagnes, on a toujours eu des guérisseuses, des rebouteuses, des barreuses de feu, des magnétiseurs, des sages-femmes qui pouvaient aussi parfois être des passeuses d'âme, ce qui rime peut-être avec première chamane, c'est un autre sujet. Bref, dans nos campagnes européennes et bien françaises, on a eu, depuis toujours, les détenteurs de certaines lignées, donc pas seulement d'un don que vous avez dans les mains pour soulager à la manière d'un magnétiseur ou d'une barreuse de feu, mais aussi parfois de transmissions qui sont d'un ordre plus spirituel ou médiumnique. Donc voilà comment, petit à petit, je me suis retrouvé au bout de 30 ans de voyages, d'expériences, de rencontres, que je ne recommande pas du tout à qui que ce soit. Il faut que ce soit bien clair. Je pense pas que le chamanisme, ce soit pour tout le monde. Il y a d'ailleurs des chamanismes, de même qu'il y a la navigation côtière et de plaisance. Il y a aussi la navigation en haute mer et il y a aussi les treks en haute montagne. Quand le temps change ou que le grain se lève en haute montagne ou en haute mer, cela requiert une grande expérience, une grande assise, un ancrage et très souvent l'aide de Sherpas exceptionnels, de guides, de gens qui pratiquent cet art du retour sur terre sain et sauf depuis des dizaines d'années, des siècles, des millénaires, de génération en génération. Donc attention, il y a des mises en garde qui s'imposent. Je pense que malgré l'attrait, le tourisme chamanique et l'engouement actuel pour les destinations exotiques, non seulement ça n'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est à double tranchant, on pourrait dire, à double sens en tout cas. S'il y a un recto, il y a forcément un verso, et donc il convient de faire très très attention et de ne pas aller si naïvement dans une mode, un engouement, une tendance qui pourrait nous faire croire que à la manière d'un shopping spirituel, il suffirait de 2 jours de stage ici, d'un voyage de 2 semaines là, pour, entre guillemets, devenir chaman. Il y a un dénominateur commun dans ces cultures, comme vous le savez, c'est que la plupart du temps, elles disent qu'on ne devient pas chaman ou barreur de feu ou curandera. On est chaman ou guérisseur, EST, parce qu'on est chaman ou guérisseur, NAIT. En tout cas, dans cette saga, vous racontez effectivement votre parcours. Le personnage principal est en quelque sorte en quête de sens, en quête de soi, en quête de vie, en quête d'amour aussi. Et on comprend bien qu'il ne devient pas chaman, c'est qu'il est chaman. Et il passe par toutes des étapes, plusieurs étapes en fait, tout au long de sa vie, plusieurs étapes, des étapes très difficiles aussi. On pourrait, alors je peux pas divulguer effectivement, je peux pas raconter les anecdotes, mais par exemple l'histoire de la morsure d'animaux, qui est très douloureuse, qui est très, c'est. Alors est-ce que c'est réel d'ailleurs ça... Ouais. Oui, j'ai été mordu 2 fois, et notamment par un chien loup qui était infecté. Ce qui a conduit non pas à une simple morsure, mais à une plaie qui s'est infectée parce que par erreur d'un interne dans une clinique, un remplacement, cette plaie a été recousue trop vite à la gorge de part et d'autre de l'aorte, et donc il y a eu une infection qui a gagné toute la tête, y compris les gencives, toute la tête, et qui a occasionné une très forte fièvre, puis une transe. Je dirais avec le recul que j'ai eu la chance d'être mordu de cette manière-là, et alors que ça aurait pu être plus simple, plus propre et plus vite géré, ce qui est évidemment ce qu'on souhaite pour notre propre enfant et ce que ma mère souhaitait pour moi, avec le recul, d'une certaine façon, comme souvent vous savez, des expériences qui semblent négatives
quand elles nous tombent dessus, mais qui se révèlent positives avec le temps et acquièrent un autre sens. Ces écueils qui, avec le recul, s'avèrent être des tremplins, ces murs dans lesquels on craint de s'emplafonner, si je peux dire, mais qui nous obligent à sortir de nos zones de confort, à nous dépasser, à découvrir de nouveaux horizons, eh bien, ces morsures, comme d'autres événements, sont considérés d'ailleurs dans les cultures chamaniques comme des confirmations. C'est-à-dire que même si une grand-mère, ma grand-mère adoptive, qui devient ma mère spirituelle, au Tarjanat, dans la partie du conte en Mongolie, l'aventure mongole, même si elle, entre guillemets, voit le narrateur au sens chamanique du terme et y voit, pour ne pas dire y prévoit, son fils spirituel contre toute attente et contre la tradition de ce clan, de cette tribu. Néanmoins, l'humilité par rapport au dessein plus grand, par rapport au mystère de l'insondable, par rapport au pouvoir des esprits, à tout ce qui nous dépasse dans un invisible infiniment plus grand que ce que l'on pourrait imaginer, fait que l'on va attendre une confirmation de Dame Nature, de la création, du monde des esprits. C'est ainsi que 3 confirmations classiques dans ces cultures chamaniques sont la morsure d'un animal, sont le fait d'être frappé ou frôlé par la foudre, mais d'en réchapper, et enfin la maladie du chaman, c'est-à-dire une sorte de méga nuit noire de l'âme. Ce sont des expériences extrêmement éprouvantes sur le moment, qu'on ne recommande absolument à personne, mais qui, avec le recul, s'avèrent parfois avoir été en fait des épreuves initiatiques, des confirmations doublées de rites de passage. Alors c'est très compliqué, j'imagine, à comprendre, en tout cas pour les non-initiés, parce qu'on a l'impression d'être dans un autre monde finalement, qui n'est pas une réalité, en tout cas la réalité que l'on connaît nous ici dans le monde occidental. Et en même temps, il y a tous les ingrédients dans cette saga, tous les ingrédients d'un conte initiatique. On a d'abord la musique. La musique, vous l'avez dit, vous avez fait des études de musicologie, d'ethnomusicologie, et cette musique, en parcourant le monde, vous l'avez bien compris, elle est le fil un peu conducteur de tous les chamans pour passer dans un autre monde en fait. Souvent le dong revient dans vos écrits. C'est ce qui vous permet de partir, de voyager. Oui, effectivement, le tambour, et ça n'est pas propre qu'aux cultures mongoles ou amérindiennes, on en a aussi en Afrique, on en a sur tous les continents. Le tambour est souvent considéré comme une véritable monture, c'est-à-dire comme un véhicule qui va nous permettre de voyager. Et la frappe du tambour, notamment à 240 BPM, à 240 coups par minute, est un classique tel que Michael Harner, le grand anthropologue, l'a démontré dès la publication de La Voix du chaman, est un classique que l'on retrouve comme dénominateur commun au-delà de tel ou tel dogme, telle ou telle croyance, tel ou tel chamanisme plus ou moins religieux, telle culture animiste, tel peuple traditionnel avec des pratiques archaïques ou au contraire très sophistiquées et raffinées. C'est quelque chose qui est un véritable fond commun, comme s'il y avait là la recette d'un déclenchement d'expansion de conscience qui va faciliter le passage à une transe qui, encore une fois, peut être très différente suivant les cultures. Certains s'abandonnent à une transe, on dirait inconsciente. D'autres restent totalement maîtres, conscients et contrôlent leur transe, donc se rappellent de ce qui se passe. Il y a toutes sortes de chemins différents. Et oui, ces musiques, puis ces musiques ethniques, m'ont permis de comprendre, de ressentir et de vivre et voir de mes yeux vus qu'il y avait derrière ce qu'on appelle de la musique quelque chose de souvent magique. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que vous quittez en quelque sorte votre corps terrestre? Est-ce qu'on peut associer cette expérience-là au voyage astral, par exemple?
Oui, on peut l'associer au voyage dans le sens où bien souvent, pour prendre l'exemple, par exemple, donc des chamans de Mongolie ou de Sibérie, d'Asie centrale, ils frappent du tambour, donc, et à un moment, ils tombent comme évanouis, ils partent en transe. Et d'ailleurs, l'assistant du chaman, le Tushi en Mongolie, est là pour le rattraper, pour qu'il ne se fasse pas mal en tombant, et pour récupérer son tambour et jouer du tambour à la place du chaman de façon à soutenir son voyage, de façon à ce que le cheval continue de galoper vers le monde des esprits, jusqu'au retour où il va revenir avec peut-être des visions, des énergies de divination, peut-être selon certaines croyances de guérison ou autres, des diagnostics peut-être par rapport à un problème physique ou psychique, avec une connaissance qu'il ne considère pas être la sienne. Il est allé la chercher dans le monde des esprits. Le tambour lui a permis, avec parfois le chant, la danse, d'ouvrir la porte vers cet au-delà, d'aller en récupérer des informations pour le bien de ses proches, de sa famille, de son cercle, des personnes qui viennent le voir en souffrance et en demande. Puis, très très important, et là j'insiste un tout petit peu puisque à la faveur de la mode chamanique dont on parlait, on insiste beaucoup sur donner des clés à tous pour ouvrir les portes, mais il faut surtout pas oublier l'essentiel, c'est que bien plus important que d'ouvrir les portes et de vulgariser ces techniques, plus essentiel et important encore, celle de savoir les refermer. Quand on expérimente ça pour la première fois, qu'est-ce qui se passe en vous, Tigrane ? Alors pour la première fois, pour être honnête, je suis obligé de vous dire que c'était pas pour moi dans les cultures chamaniques en fait. C'était pas en allant enregistrer des musiques en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Indonésie, en Australie. Non, ce sont des expériences spontanées qui moi me sont tombées dessus dès l'enfance. Je ne sais pas quand ça a commencé, puisqu'il y en a peut-être eu à 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on n'arrive pas à se figurer dans notre esprit adulte. Mais aussi loin que ma mémoire remonte, et donc sur les bords de la Loire avant de revenir à Paris vers l'âge de 4 ans, aussi loin que ma mémoire remonte, il y a eu ces moments très particuliers, ces moments indescriptibles, où tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose que le mental ne comprend pas forcément, que le verbe ne peut pas complètement traduire. Et s'il pouvait le traduire, ce serait plus dans la nature véritable de cette expérience. Comme Lao Tzu l'a écrit, la voix qui peut être décrite n'est pas la voix. Il y a par nature quelque chose d'indescriptible, pour ne pas dire d'indicible, dans la qualité de cette expérience qu'on peut vivre, dont on peut retransmettre des choses, mais qui ne tiendra jamais encapsulé, systématisé, analysé, commenté dans les mots. Et donc, vers 5 ans, j'ai eu des expériences spontanées sur les bords de la Loire qui m'ont rapproché et qui m'ont, pour répondre à votre question, en quelque sorte fait sortir de mon corps, ou en tout cas m'ont donné un sentiment d'union, de réunion avec la nature au sens large, avec le règne animal, avec le règne végétal et même avec le règne minéral et les éléments. Donc ça, ce sont des expériences spontanées qui se sont doublées vers l'âge de 6 ans, de retour à Paris, 7 ans, par des expériences tout aussi spontanées qu'on pourrait appeler extatiques, c'est-à-dire des expériences où en plus d'avoir des phénomènes de clairaudience ou de vision, en plus d'entendre cette petite voix intérieure qui n'a de petit que le nom, il y avait également une extase qui n'était pas que abstraite au sens mystique du terme, une extase qui correspondait à cet alignement, à cette réunion du corps et de l'esprit dans un moment de grâce où le temps disparaît. Donc finalement, vous ne vous êtes peut-être jamais senti à votre place alors, avec cette société dans laquelle nous vivons? Eh bien,
assez pour mener des études, être diplômé de psychologie en Sorbonne, être père de famille, créer une entreprise, être chef d'entreprise, etc. quand même. Mais effectivement, pendant 30 ans, a été mis en sourdine ce que j'ai expérimenté avec l'écriture de ce premier roman initiatique jeunesse que j'évoquais tout à l'heure, Jonathan et le secret des vignes. Et jusqu'à ce que la saga de conte initiatique chaman me tombe dessus, vers l'âge de 50 ans, donc une trentaine d'années plus tard, oui, j'étais plus dans le rôle de l'éditeur, du chef d'entreprise, du père de famille, etc., cultivant peut-être en secret ce qu'on appelle justement un jardin secret, au fil d'expériences avec des chamans, mais pas seulement, encore une fois, au bout du monde, pas seulement avec des curanderas, des guérisseuses, des devins de telle ou telle culture lointaine, mais aussi dans nos campagnes avec des gens qui parfois pourraient échapper complètement au radar de la personne qui s'intéresse aux personnages extraordinaires, aux gens remarquables, aux personnes de pouvoir et de connaissance. Parce que dans nos villages, nous avons aussi, et nous avons eu de tout temps, des gens que parfois on a nommés le simplet du village, l'idiot du village, et qui parfois pourtant, tout en étant intégrés, ils n'étaient pas relégués à l'extérieur du village, ils pouvaient aussi être respectés, ils pouvaient être observés et parfois même écoutés. Il y a ainsi des personnes que j'ai rencontrées à l'enfance et à l'adolescence, dont je n'oublierai jamais derrière l'apparente extrême simplicité, aux antipodes de toute aura, de toute gourouisation, de tout apparat dont s'entourerait un maître. Non, complètement aux antipodes de ce qui est visible, une forme de discrétion, de simplicité qui les rendait presque fondus dans la muraille, extrêmement silencieux, plus que humbles, donc des personnes sur lesquelles, en quelque sorte, on ne se retournerait pas. La personne qui semble la plus insignifiante de toute une communauté, d'un village ou autre. Et ça, même en France. Et je n'oublierai jamais ces personnes parce que j'ai vu dans leur regard qu'il y avait une étincelle, j'ai vu dans leur sourire qu'il y avait une présence qui témoignait de ce que j'avais connu étant enfant, qu'il y avait quelque chose en eux qui restait bien vivant et dont on pouvait sentir au-delà des mots, sans la moindre parole, sans le moindre enseignement verbal, dont on pouvait sentir l'émanation comme une forme de spiritualité intégrée, incarnée en soi, tout simplement. Est-ce que cette saga, justement, c'est une forme d'ouverture, peut-être même de réconciliation avec une partie des personnes qui n'y croient pas, et peut-être les amener à réfléchir, à voir le monde autrement, vous qui arrivez à percevoir le monde des esprits, par exemple? Il y a, en tout cas, avec cette saga de contes chaman, quelque chose qui m'est tombé dessus et qui m'a poussé aux antipodes de livres plus universitaires et très fouillés, à écrire pour tout le monde. Pas seulement à des personnes initiées ou férues du sujet, mais aussi pour des gens pas du tout préparés. Et ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas prêt. Il y a des gens de tout type, de tout âge, qui quelque part ont soif de reconnecter avec ce type de réalité invisible en l'imaginant. Certains le vont chercher dans la science-fiction, d'autres dans l'heroic fantasy, d'autres dans les contes pour enfants, etc. Mais il y a en nous cette sorte d'attrait pour quelque chose qui, tout en faisant officiellement partie de l'irréel, du magique, du fantastique, parfois nous titille comme s'il y avait plus que ça, comme si ça venait souffler sur des braises en nous, qui se rappellent de quelque chose qui, même s'il n'a pas sa place dans notre réalité quotidienne tridimensionnelle, quelque chose dont on sait, j'allais dire dont on sent plus exactement, que néanmoins il existe
dans l'invisible et dans l'insondable. Et pour ceux qui sont croyants, qui sont catholiques, qui sont musulmans, qui sont bouddhistes, qui sont juifs, est-ce que ce genre d'histoire peut leur parler? Et c'est aussi, alors, je vous pose la question aussi de la place de la religion aussi dans cette saga, parce que vous évoquez à une reprise, ou peut-être deux, vous me direz si je me trompe, Marie, et puis vous évoquez aussi deux archanges. Voilà pourquoi je vous pose la question. Alors, il y a peut-être d'une part une partie qui est chez moi historique, culturelle et pourquoi pas génétique en tout cas, bien familiale et matrilinéaire comme patrilinéaire, puisque traditionnellement la famille de mon père était une famille française, chrétienne et catholique. Du côté de ma mère, je suis d'origine arménienne. L'Arménie est le premier pays au monde à avoir adopté la religion chrétienne comme religion d'État, en 300 et quelques, donc avant même le concile de Nicée. Donc il y a là évidemment des origines qui sont miennes, même si au fil de mes voyages et de mes amitiés d'enfance, j'ai eu aussi la chance de côtoyer d'autres confessions, d'autres croyances, d'autres pratiques, étant l'ami de personnes qui n'étaient pas des mêmes cultes, on pourrait dire. Mais oui, effectivement, il y a des choses, vous savez, étonnantes, c'est-à-dire que au-delà des étiquettes où on pourrait se dire ah bah oui, le chaman du bout du monde, lui par définition il n'est pas chrétien, il n'est pas catholique, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, d'accord. Cela dit, sur le terrain, pendant 10, 20, 30 ans, que voit-on? On voit que certains curanderos, certaines femmes chamanes, hommes médecines, parfois il leur arrive, pour faciliter certaines transmissions et un certain travail avec telle ou telle personne qui vient les solliciter, il leur arrive d'évoquer, voire même d'utiliser l'effigie de la Vierge Marie, du Bouddha, du Christ. Et en quelque sorte, à la limite, au-delà de cet archétype du chaman qui ne serait pas lié à tout cela, quelle importance si ça fonctionne, si cela entraîne des résultats tangibles, si ça a permis pour la personne qui attend un éclairage, si ça a permis quelque chose qui facilite plus la transmission d'un message, parce que ça correspond plus à sa culture et à son héritage. N'y a-t-il pas derrière l'enseignement du Bouddha, derrière l'enseignement du Christ, derrière, etc., des choses qui finalement se rejoignent par rapport au fait d'aller plus loin que l'illusion, par rapport au fait de traverser certaines épreuves, par rapport au pouvoir du pardon ou de la compassion, par rapport, osons le dire, à l'amour. Il y a aussi le pouvoir de guérison aussi. Vous êtes guérisseur? Si je l'étais, je ne le dirais pas. C'est vrai? Pourtant, il y a quelques anecdotes. En tout cas, vous arrivez à guérir un jeune. Alors, je sais plus si c'est en Mongolie ou en Amérique latine. Vous arrivez à guérir un jeune d'une tribu voisine qui en fait, alors je pense qu'il subit de la sorcellerie peut-être à ce moment-là, et vous êtes obligé donc d'aller en transe et de remonter, de tenir son cordon argenté. Est-ce que cet épisode-là vous parle? Oui, bien sûr. Alors pour remettre les choses en perspective, c'est pas vous guérissez, c'est-à-dire moi. Tigrane, c'est le narrateur, donc c'est le héros de ce conte. Il y a différents épisodes. Donc ça, c'est pas du vécu. Alors cette histoire-là, cette anecdote-là, n'est pas du vécu. Il y a des choses qui sont effectivement du vécu et où par respect, non seulement pour certains lieux particuliers qui n'ont pas besoin d'être
altéré par un surcroît de tourisme notamment, ou par respect pour certaines personnes qui décident de conserver l'anonymat, j'appelle ça un conte parce que je transpose. Donc moi, ce qui a mis 30 ans à se dérouler sur à peu près tous les continents, semble se passer en 1 an en Mongolie, semble se passer en 2 ans en Amérique, dans le sud de l'Amérique du Nord, on pourrait dire en Arizona plus exactement, au contact des Navajos, mais aussi avec l'influence de certaines traditions et de certains enseignements plutôt Lakota et Dakota. Il y a effectivement des expériences qui me sont arrivées et que je retranscris ici ou là, des expériences aussi avec des animaux. Alors ça peut être des expériences bien réelles et documentées. Par exemple, j'ai eu une expérience particulière avec une biche qui s'était fait percuter par une voiture en Italie et qui gisait comme morte, ensanglantée, avec un cœur qui battait à un rythme effroyable et qui rouvrait plus les yeux. Et puis il s'est passé quelque chose qui est non seulement raconté, mais il se trouve que comme le chauffeur était là, qu'ensuite les pompiers sont arrivés, puis un vétérinaire, un chasseur, etc. Ça a été documenté, photographié, ça a été aussi filmé. Et donc, j'ai publié sur les réseaux sociaux quelques photos et quelques vidéos, notamment en lien avec un interview de vos confrères de ADN TV, ce qui permet de voir de ses yeux vus certaines de ces expériences particulières où il y a une amélioration parfois inexplicable, mais sans faire de mysticisme, sans crier au miracle ou à la guérison, etc. Parfois, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. C'est des choses qui nous dépassent totalement, qui passent à travers nous. Ça n'est pas notre pouvoir. On n'a pas besoin de se dire toujours forcément ou de se croire guérisseur soi-même quand une énergie passe à travers nous et que un certain bien-être opère et que quelque chose qui nous dépasse, qui relève du mystère, va avoir une action bienfaisante qui en quelque sorte ne dépend pas de nous. Nous sommes un trait d'union dans ces cas-là. Nous sommes un passeur, un aqueduc, mais nous sommes pas l'eau à la manière de ces contes initiatiques où nous sommes messagers, mais nous sommes pas la source du message. Comment ça se passe au sein de la grande famille des chamans? Est-ce qu'il y a une espèce de concurrence ou bien il y a une union? Parce qu'à la fin, le message, c'est un message d'union, c'est un message qui rassemble les deux tribus. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande famille de chamans. Je crois qu'il y a des chamanismes en fait, et qu'au sein de ces chamanismes, il y a toutes sortes de courants différents, et que comme certaines traditions qui ont une partie parfois en elles très archaïque, tout en étant aussi des véritables sciences de la conscience, dans des domaines où le matérialisme et le cartésianisme ne sont pas spécialement experts, même si la science fait des progrès fulgurants et que les neurosciences, l'étude de la science cognitive, etc., dans le sillage de l'anthropologie et de l'ethnologie permettent de décrypter davantage de choses. Il y a une partie inexplicable qui ne se laisse pas forcément mesurer et analyser, ou alors elle se laisse étudier dans ses épiphénomènes, mais pas forcément dans sa nature profonde, bien évidemment. D'où le sens du sacré. Alors, ce serait plutôt qu'une grande famille des chamans, un sacré qui est là, une force de l'invisible, un pouvoir de l'insondable, mais qui lui-même est double également. Il faut se garder de croire que c'est un monde où tout le monde est en train de se réunir avec les meilleures intentions. C'est beaucoup plus complexe que ça, sur la terre comme au ciel, disait l'autre. Et donc, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Pour faire des mondes, il en faut encore beaucoup plus. Cependant, pour répondre à votre question, certaines prophéties de par le monde ont annoncé une réunion
d'où le titre dans mon tome 6 dans l'aventure amérindienne, le tigre et le jaguar, donc le tigre d'Asie et le jaguar des Amériques. D'autres prophéties qui ont donné également le titre d'un livre, comme la prophétie de l'aigle et du condor. Et bref, différents présages qui laissaient penser qu'un jour, à la manière de ces continents qui se sont séparés, la tectonique des plaques, et quand on voit des animations qui se réemboîtent parfaitement, sur un plan immatériel, un réemboîtement tout aussi parfait de traditions, de connaissances qui ont été séparées par le cours de l'histoire, mais qui en fait à l'origine sont une. À l'origine puisent évidemment à la même source. Alors, est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur finalement cette réalité, sur ces trans, sur ces voyages hors du corps? Alors, il y a la musique qui vous permet ces voyages, mais il y a aussi la consommation de plantes. Et là, on peut se dire que finalement, est-ce que la conscience n'est pas en train de vivre des choses, une part de conscience ou de subconscient, voilà. Alors, il y a toutes sortes de chamanisme. Moi, dans mes livres, il n'est pas question de consommation de plantes. Et néanmoins, il y a des traditions qui travaillent avec des plantes. Pas forcément, d'ailleurs, des plantes hallucinogènes, ou ce qu'on appelle les psychédéliques, ou plus précisément, les entéogènes. Donc, étymologiquement, à l'intérieur, théo, le divin, gène, générer le sentiment du divin à l'intérieur. Donc les entéogènes très spécifiques à certaines cultures et certaines cultures chamaniques rentrent dans un usage extrêmement codifié, plus que sacralisé, un usage sacré. D'où mes mises en garde et ma réserve par rapport à une forme de consumérisme, de tourisme chamanique, etc. On dit chez nous, Alfred de Musset écrivait, on ne badine pas avec l'amour, on ne badine sûrement pas avec le sacré. Et c'est ce que mettent en avant par leur lenteur, par leur codification extrême, par leur respect extrêmement exempt de toute compromission, les femmes de connaissance, les hommes médecines, les curanderos, les chamans du monde entier, à mon avis, en tout cas, les personnalités authentiques, bien sûr, c'est d'elles dont on parle. Alors, il y a des chamanismes avec ou sans tambour. Il y a des chamanismes avec ou sans plantes. Ça n'est pas une finalité en soi, je pense. De même que lorsqu'on utilise un outil, c'est parfois, on va utiliser, pour prendre une image très triviale, un pied de biche pour décoincer une porte qui ne s'ouvre pas. Comme si en nous, il y avait des portes qui avaient été tellement abandonnées avec peut-être une concentration de l'esprit sur la réalité tridimensionnelle, l'esprit cartésien, etc., qu'on ne savait plus ce que l'on sait au fond de nous, qu'on ne savait plus ouvrir ces portes, en fait, qu'on ne savait parfois même plus qu'elles sont là. Et que dans cet oubli, il y avait des choses qui peuvent générer des formes de dépression, de vague à l'âme, de questions existentielles, de se demander mais pourquoi on est là, mais quel est le sens des choses, puisque si en plus d'avoir ces portes spirituelles, existentielles, ces portes vers l'âme, vers soi ou vers son cœur, tout simplement, vers le fait de s'écouter, d'écouter sa sensibilité, son radar intérieur, son sonar, qu'en plus de ça, comme c'est souvent le cas dans un rythme de vie occidental, dans des sociétés matérialistes de plus en plus pressées, on est aussi loin de la nature, pour ne pas dire déconnecté des règnes animaux, végétaux, minéraux, du calme, du silence, du contact avec la terre, ce que les peuples appellent la terre-mère ou la Pachamama ou Gaïa, qu'on ne retire plus jamais ses chaussures et ses chaussettes pour tout simplement se faire un bain de vitamine B12 en marchant pieds nus, les voûtes plantaires parmi les millions de gouttes de rosée du matin entre l'aube et l'aurore, et qu'on ne reconnecte pas avec notre vaisseau, qui est le même pour tous. Vous disiez, est-ce qu'il y a une grande famille du chamanisme? Je ne sais pas, mais il y a en tout cas une planète Terre qui est notre vaisseau commun. Donc il n'y aura ni gagnant ni perdant si on continue de la maltraiter. On est déjà allé beaucoup trop loin.
Et là où convergent les différents chamanismes, même si ça n'est pas une grande famille, c'est qu'ils convergent actuellement plus que jamais pour dire, attention, qu'on l'appelle Gaïa ou Pachamama, qu'on l'appelle la Terre-Mère ou la planète bleue, notre navire unique et commun à tous fait plus que tirer des signaux d'alarme. Il est très urgent de s'en rendre compte. Ça n'est pas un discours écologique, ça n'est pas un appel au mysticisme, c'est une réalité criante, on ne peut plus urgente. Donc, pour en revenir à votre question, oui, on pourrait se dire que le cerveau sous influence, je pense que c'est ce que vous voulez dire, que le cerveau sous influence est peut-être altéré par l'action, par exemple, d'une plante. Et encore une fois, pas forcément d'une plante à psychoactif ou à principe actif particulier. Mais dans ces cultures, on considère bien souvent que nous sommes en permanence sous influence, sans consommation aucune de psychotropes et autres, sans même utiliser de tambour, par exemple, ou d'écouter une musique qui fait que, alors que vous êtes un petit peu fatigué sur votre canapé, tout d'un coup une musique qui pulse va vous donner envie de faire le ménage et va vous transmettre une énergie qui va vous faire danser avec votre aspirateur, qui montre bien que le pouvoir de la musique vous traverse, vous anime, vous dynamise, sans tambour, sans évocation du chamanisme. Oui, bien sûr, la vibration musicale ou des percussions a ce pouvoir. Oui, bien sûr, l'action des plantes, et même de plantes dites maîtresses, mais pas du tout forcément psychoactives, a certains pouvoirs. Mais si on se regarde, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Même sans alcool, même sans tabac, on boit du café un peu tout le temps, on boit du thé un peu tout le temps, on mange facilement du chocolat, on est sous l'influence du sucre, et toutes ces plantes et ces principes actifs, avec ou sans alcaloïdes, ont une influence certaine sur notre dynamisme, notre concentration, notre faculté à nous réveiller ou nous endormir si on boit énormément de camomille. Bref, on est en permanence sous l'influence notamment de plantes, mais pour élargir, pas seulement des plantes, de l'information, des vibrations, peut-être de type de personnes, peut-être de type d'environnement, peut-être de type de lieu, d'habitat, peut-être de certaines énergies qui transparaissent aussi dans tel ou tel bureau, dans tel ou tel local. Et tout ça fait que, sans parler des ondes invisibles, de ces centaines de radios qui traversent actuellement la pièce et qu'on n'entend pas, mais si on ouvrait un transistor et qu'on choisissait une fréquence, on pourrait passer d'une radio classique à une radio de jazz, à une radio d'information. Donc elles sont toutes là en permanence. Est-ce que tout ça n'a pas une influence sur nous en permanence? Et alors, on ferait comment alors pour s'en protéger alors justement de cette influence? Je crois que une des clés des transmissions, notamment chamaniques, mais pas que chamaniques, également de ces personnes dont on parlait en France, qui parfois sont considérés comme le guérisseur du village, le magnétiseur, le rebouteux, qui est souvent appelé par tel ou tel hôpital. On le sait, c'est une collaboration qui existe depuis longtemps, qui est de plus en plus acceptée, comme l'hypnose en milieu hospitalier. Ça n'est plus un secret, au contraire, c'est quelque chose de plus en plus médicalement encadré, de plus en plus étudié scientifiquement, fort heureusement. On sait que derrière ces différentes transmissions, donc qu'elles soient chamaniques ou de nos campagnes et bien françaises, il y a un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est l'enracinement, l'ancrage. Il n'y a pas de vertu à aller explorer les espaces lointains, à s'enivrer de voyages indescriptibles, à s'illuminer de lumière intraduisible, si ça ne sert à rien, si on ne l'intègre pas. Ça peut même devenir dangereux. Donc l'intégration, donc être dans ses baskets bien incarnées, les pieds sur terre, revenir à des choses extrêmement simples,
pratiquer l'ancrage au quotidien, la reconnexion avec la nature, une forme d'hygiène physique et mentale posée qui permet de non seulement se poser la question, mais étudier avec un esprit critique. Est-ce que tout ça m'est utile? Est-ce que tout ça me fait du bien? Est-ce que tout ça a été bénéfique pour moi, ma famille, mes proches? Est-ce que j'ai été de meilleurs conseils auprès d'un collègue de travail, auprès d'un inconnu dans la rue? Bref, est-ce que ces voyages de la conscience se traduisent dans la matière, dans une incarnation et une transmission utile et bénéfique pour son prochain? Merci beaucoup Tigrane. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle la sortie prochaine de la suite de cette saga chamane avec, donc c'est une nouvelle trilogie, c'est ça? L'aventure stellaire qui démarre avec le premier tome, La messagère des arbres, paraissant début novembre. En lisant le dernier, chez Mama Édition. On connaît un peu, disons qu'on voit un peu la suite, voilà. On soupçonne la suite. Merci beaucoup Tigrane. Merci beaucoup à vous. Je vous invite à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec joie. Merci.